Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Merci de nous suivre un peu partout dans le monde. Retour dans ce studio pour la deuxième partie des GG. Vous le savez, cette émission est interactive. Nous allons nous faire le plaisir de relayer vos messages dans un instant. Une vaste opération de déguerpissement a vu à Kouria, dans la préfecture de Koya. Plus de 400 hectares sont concernés. 150 hectares sont déjà occupés par l'État et réservés pour les parcs automobiles. Le gouvernement voudrait déloger des milliers de personnes sur le site pour y installer des unités industrielles. Les familles ne sont pourtant pas dédommagées et aucune mesure d'accompagnement n'est pour le moment envisagée. Leurs avocats parlent d'une situation critique pour des citoyens qui ont investi dans une zone qui n'était pas réservée. Maître David Béavogui, nous allons l'avoir dans cette émission, mais aussi Maître Mamadi Doumbouya, avocat de l'État. Nous revenons sur ce sujet dont on parlait hier. Par fin de détournement d'Ingirai, la part du fonds de développement local alloué aux collectivités de la préfecture au centre d'une polémique depuis quelques jours, plus de 12 milliards de francs guinéens. C'est le montant global disponibilisé pour le financement des projets identifiés par les différents conseils communaux, alors qu'on ignore pour l'instant si l'argent a été décaissé. Les dépenses ont été engagées sur le terrain sans l'avis du conseil d'appui à la gestion du FODEL. Les mairies se sont vues avec des motos sans savoir la provenance de l'argent et une plaine risicole aurait été mise en valeur à hauteur d'1 milliard. Tout ceci se passe au moment où d'autres préfectures ont déjà réalisé quelques projets qu'ils ont présentés et soutenus à la suite du représentant des jeunes au sein du CAGF et du préfet. Vous les avez écoutés hier. Nous allons entendre ce matin le président du conseil d'appui à la gestion du FODEL et un jeune de la localité qui trouve la contestation moins opportune. Il s'agit de Cheikh Oumar Yakité, président du CAGF, et de Mouktar Bari, enseignant jeune natif de la localité. Merci à tous de nous écouter sur Fraternité FM du côté de Mamou, mais aussi sur Radio Espace Cancan sur la 99.00. Nous allons donc nous intéresser à vos messages qui nous sont parvenus sur Twitter pour commencer. Bonjour à toute l'équipe Meilleure Santé au Turbo, Lamine Girassi, le gladiateur de passage. Dit Antoine Kandroua, l'action s'éteint par le retrait de la plainte par le concerné alors qu'il arrête de nous tympaniser dans le néant. Hashtag espace GG. C'est Moussa Kani français et Condé qui nous écrit ce message. Nous partons avec Mohamed le politologue au hashtag espace GG. Bonjour les grandes gueules, une usurpation d'identité doit être punie sévèrement. Je suis tellement d'accord avec Antoine. Il doit y avoir un durcissement de la loi qui punit donc vigoureusement ces gens qui le font. La justice a du mal à se bouger. C'est le seul mal de ce pays. Et donc, Mohamed, le politologue, qui nous écrit sur Twitter, Job le critique. Bonjour, vous pensez vraiment que c'est un vaccin efficace, que ce vaccin est efficace? Notre Afrique a boycotté un produit africain, pourtant efficace pour s'attendre toujours à cette fameuse institution OMS. Moi, je préfère celui de Madagascar que celui européen. Hashtag espace GG. Peuple frustré, ces vaccins disponibles contre le Covid ont pour la plupart des résultats incertains. Et si on estime que ce sont les membres du gouvernement qui sont prioritaires, alors là, tant mieux. Si le vaccin est bon, ils sont sauvés. Et si le vaccin est mauvais, le peuple est sauvé. Hashtag espace GG. C'est donc Peuple frustré qui écrivait ce message. Nous partons avec Abdoul. Bonjour les GG, le Guinéen est très sceptique, le convaincre est très difficile. Si donc le gouvernement doit servir de cobaye, le Guinéen pourrait suivre. Hashtag espace GG. Abdoul, je pense que c'est le même message. Non, c'est un autre qui l'envoie. La majorité des effets secondaires liés à des vaccins prennent souvent des mois, voire des années pour apparaître. Il faut faire très attention et écouter l'avis du conseil scientifique et de l'OMS. Bouba Ba qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, le problème ce n'est pas de déguerpir les pauvres citoyens, il faut les indemniser
Kouria n'est pas une zone réservée ni une zone industrielle de l'État. Je me demande pourquoi il y a le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. #espace GG. Jean Moussa, le philosophe. Bonjour les grandes gueules. Je partage l'avis d'Antoine. On doit commencer par la sensibilisation avant d'expérimenter le vaccin. Il faut sensibiliser, c'est très important. Nous partons également avec Diallo Ali Dalal. Bonjour les GG. Moi personnellement, je n'ai aucune confiance en ces vaccins contre la COVID-19 pour la simple raison qu'ils ont complètement politisé le traitement de cette pandémie de coronavirus. Alors, comment est-ce qu'on peut croire en ces vaccins? Il s'interroge Diallo Ali Dalal. Fodé Abbas Youla nous écrit également sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, la COVID-19 est grave, mais un vaccin en expérimentation est encore plus grave que la maladie, car il se peut que des réactions post-vaccinales soient à l'origine d'autres perturbations physiologiques. Fodé Abbas donc, il nous écrit sur Twitter. Noumou également, bonjour les GG. Dans cette histoire de vaccin, si on commence par les dirigeants qu'ils acceptent de prendre, qu'on nous donne aussi, on va prendre, il n'y a pas de débat. #espace GG. Cissé Bakayoko, bonjour les GG. C'est vraiment immoral que l'État continue à déguerpir des gens sans aucune mesure d'accompagnement ni de dédommagement. Mais ne soyez pas surpris, nous vivons dans un monde capitaliste où c'est l'argent qui fait la loi. On privatise tout au détriment des pauvres. #espace GG. Youssef Kaba, en réalité, les gouvernants et les populations ne fournissent plus d'efforts pour venir à bout de cette pandémie. C'est d'ailleurs à l'avantage des autorités qui l'utilisent pour dérouler leur calendrier. Il revient dorénavant aux populations de prendre des précautions. Nous partons avec Mamadou Paté Diallo. La Guinée se prépare à une campagne de vaccination, mais quelle est cette nécessité d'aller aussi vite? Est-ce qu'elle a vraiment besoin de ces vaccins aussitôt? Bon, je ne comprends toujours pas, car avec ces 13 cas positifs hier, je crois que nous gérons bien la situation. #espace GG. Berité Mohamed Lamine qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG. J'y arrive, cette histoire de vaccin contre le Covid-19 ne m'inspire pas du tout confiance dès lors qu'on a 3 types de vaccins pour une seule maladie sur le marché. J'appelle à la prudence. Nous partons donc avec ces autres messages sur d'autres plateformes, des messages qui nous sont parvenus. Bonjour à toute l'équipe des GG. Le vaccin contre la COVID-19 est une bonne nouvelle pour le peuple de Guinée. Merci à son Excellence professeur Alpha Condé et son gouvernement pour l'initiative. Je souhaite l'envoi d'une forte quantité et pourquoi pas de stock en 2021 pour éradiquer cette sale maladie. Restons derrière les consignes du gouvernement car ils sont là pour nous. Meilleure santé au Turbo El Lamine Girassi. C'est Sinani qui nous écrit donc, qui nous envoie ce message. Nous partons avec cet autre. Bonjour Mediadia, c'est Abdul Karim Mouloba. Il faut accepter le vaccin et dire à nos autorités, donc il faut accepter le vaccin et dire à nos autorités quiconque organiserait un regroupement de masse sera coupable de crimes contre l'humanité et devra être traduit devant la CPI car c'est une question de survie de l'humanité. Antoine Kourouma, je pense qu'il faut arrêter Abdul Karim Moulouba, il faut respecter les personnes. On n'insulte pas dans cette émission. Nous partons avec cet autre message. Bonjour les grandes gueules. Voilà, il y a des appels qui tombent en même temps. Bonjour les GG, c'est Mamadou Bobondari Diallo de l'UMP. Le monde apprend à vivre au jour le jour avec la COVID-19. La découverte d'un vaccin efficace contre cette pandémie viendra galvaniser les personnels sanitaires et soulager la population mondiale qui est complètement hantée par cette maladie. Pour finir, Antoine, il faut célébrer nos grands hommes au moment opportun. Nous partons donc avec un autre message. Alpha Moussaya Makadjabi. Bonjour Madame Yero et à toute l'équipe. Madame Yero, dites donc à Antoine qu'il faut de l'exagération, qu'il fait de l'exagération et une grande jalousie maintenant. Grande jalousie maintenant. Après le retrait de sa plainte, c'est le journal du journaliste donc qui a été, qu'est-ce qu'il dit, qui a été sanctionné par sa corporation et non donc le journaliste. En plus, voilà, j'ai du mal à lire. En plus, est-ce qu'il a été interdit aux journalistes d'exercer d'autres initiatives
Antoine doit prendre son mal en patience. Un dernier pour terminer, donc, bonjour, c'est Yakaria Obournombo. La première cobaye du Covid-19 ne doit être que le président Alpha Condé. Ensuite, nous autres suivrons en 10 ans. Ce régime s'est illustré dans la violence et la corruption. Ce dernier, Mamadou Tog, salut les GG, je me porte volontaire donc pour le vaccin contre la Covid-19. C'est Mamadou Tog qui nous envoie ce message. Nous continuons donc cette émission, Les Grandes Gueules. Chers amis, on a parlé de ce sujet, cette campagne de déguerpissement en vue Jacques Léwa Leno. Hier, nous avons suivi dans le journal d'Espace TV, justement, un reportage qui concerne surtout ces déguerpissements du côté de Kouria. Oui, c'est quelque chose qui devrait se faire dans les prochains jours. Les familles sont déjà informées. Ce qui est concerné là-bas, c'est plus de 400 hectares, m'a-t-on appris. Mais il y a déjà 150 hectares qui sont occupés par l'État. Ça, c'est pour les parcs auto. Maintenant, il y a un flou aujourd'hui sur la délimitation qui est faite. L'espace, la superficie totale qui intéresse l'État. Et puis, l'autre question fondamentale sur laquelle on va revenir avec les deux avocats qui ont accepté de réagir, celui de l'État et celui qui défend les citoyens, c'est sur les informations qui ont été données par rapport à la volonté de l'État d'occuper, n'est-ce pas, ce domaine pour y installer une zone industrielle. On sait que avant que cette décision ne soit prise, je crois en 2015, si j'ai bonne souvenance, ce n'était pas connu comme une zone réservée de l'État. Alors si on veut venir déguerpir les gens et qu'en amont on ne prenne pas des mesures idoines pour soit leur dédommagement ou des mesures d'accompagnement pour les recaser ailleurs, ça pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. En tout cas, c'est des milliers de personnes qui sont concernées par cette opération. On va donc donner la parole à Maître David Biavougui, qui est l'avocat donc de toutes ces personnes dont vous parlez. Il est en direct. Les Grandes Gueules. Maître Biavougui, bonjour. Bonjour, Espace. Alors, dites-nous à quel niveau se trouve, n'est-ce pas, ce dossier? Quelles sont les dernières informations que vous avez? Est-ce qu'il est prévu un déguerpissement imminent? Ah oui, c'est imminent et je crains le carnage. Parce que là, le préfet vient d'envoyer un préavis aux occupants de libérer dans les 8 jours qui suivent. C'est ce qui est très inquiétant. Ce problème m'inquiète à plus d'un titre dans la mesure où nous sommes en procès, le dossier est en délibéré, l'État n'attend pas la décision du juge et elle doit aller vite en besoin. Ça, c'est vraiment inquiétant. C'est extraordinaire, Maître Biavougui. Ce qui est quand même inquiétant, c'est comment du jour au lendemain l'État peut demander de déguerpir cette zone quand on sait que les citoyens y vivent quand même depuis des années. Et par-delà tout, ces citoyens ont certains des documents valables qui ont été délivrés par des services de l'État. Comment comprendre cela? Au-delà de tout, est-ce que cette zone était connue comme étant une zone réservée de l'État, Maître? Merci, madame. La question est vraiment très importante. J'ai devant moi le rapport de commission. Vous savez, en 2017, les populations avaient adressé un courrier au chef de l'État. Et le président de la République, le professeur Alpha Condé, avait orienté ce courrier au département de l'urbanisme et de l'habitat. À l'époque, c'était M. Lonseni qui était au département. Ils ont constitué une commission. Le rapport de cette commission dit ceci. La zone industrielle de Kouria a été identifiée en 2001. Voilà. Et cette commission a eu à recenser, je vais vous résumer, a eu à recenser plus de 600 donations. C'est-à-dire que l'État avait déjà trouvé des populations qui étaient installées, qui faisaient le truc. Et j'ai un rapport également d'enquête de la direction préfectorale de l'habitat. À l'époque, on appelait la direction du développement rural et de l'environnement. De numéro 25 du 28e en 2005. Ce rapport dit quoi dans ses conclusions? C'est d'ailleurs un citoyen qui avait fait une demande. Le domaine de 4 hectares est à vocation essentiellement agricole. Le propriétaire désormais exclusif peut l'exploiter dans le cadre suscité.
Donc, en pareille situation, hein, je pense que tant que notre code foncier et domanial subsiste, l'État est tenu, obligé de négocier avec les occupants. Parce que là, il s'agit d'une expropriation pour cause d'utilité publique. L'État veut faire des investissements. L'État veut construire des usines, des industries. Mais c'est normal. Ça y va de l'intérêt, en tout cas, de toute la population. Mais il ne faudrait pas quand même qu'on méprise les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique. Maître, est-ce que, dans vos propos, est-ce qu'on doit comprendre que vous craignez qu'on assiste à un scénario à la Caporo, où on déguerpit les citoyens sans que derrière, qu'il n'y ait de solution pour remédier à leurs problèmes? Qu'est-ce que vous craignez véritablement? Déjà, le vendredi passé, j'ai passé toute la journée à Koya, devant la gendarmerie de l'habitat, où un de mes clients d'ailleurs qui est handicapé a été retenu pendant 4 jours. Et ce qui m'a coulé les larmes, c'est quand j'ai vu son fils, de 7 ans, qui m'a dit, j'ai passé tous ces 4 jours-là sur les bancs, à côté de mon père parce que je ne voulais pas quitter. Ça m'a fait fondre en larmes. Je crains, parce que imaginez déjà, ça c'est les gens qu'on veut mettre à la belle étoile. Les gens qui vivent depuis 2005, son arrêté agricole signé du directeur préfectoral date de 2005. La donation date de 1998. Quand même, c'est très simple. En pareille circonstance, maître, quelle doit être la procédure légale? En pareille circonstance, que devrait faire l'État, les autorités? Voilà, et c'est ce qu'on appelle les atteintes aux droits de propriété nécessitées par l'intérêt général. Et ça, c'est prévu à l'article 54 du Code foncier et domanial. Il ne peut être porté atteinte aux droits de propriété que lorsque l'intérêt général l'exige. Cette atteinte peut consister en une expropriation pour cause d'utilité publique, en une expropriation pour cause d'utilité publique, en une réglementation du droit de propriété dans un but d'urbanisation, d'aménagement rural, de recherche et d'exploitation minière, de sauvegarde de l'environnement ou de l'édiction de servitudes d'utilité publique. En pareille situation, l'État, comme ils l'ont fait dans les rapports, ils ont recensé les occupants, ils ont recensé leurs donations, et pour moi, ce document, ce rapport-là, il doit être normalement à la présidente de la République, qui devait faire appel à ces citoyens pour trouver un compromis. Et d'ailleurs, quand le dossier a été mis en délibéré, je me suis dit que le mauvais arrangement vaut mieux que le meilleur des procès. Nous avons demandé au juge de surface. J'ai écrit au ministère de l'Industrie à travers le conseil de l'agent judiciaire de l'État. Ce courrier est parti, mais nous n'avons pas encore eu de suite. Nous attendons. Mais si, du jour au lendemain, on interpelle, c'est des ministres qui descendent. Mais comme vous l'avez dit hier, ce qui a levé le lièvre, c'est les millions de dollars que le Libanais a promis. Justement, à ce sujet, Maître Beyavogui, vous disiez qu'il ne s'agit pas d'expropriation pour cause d'utilité publique, mais pour cause d'utilité privée. Alors, ce Libanais, dites-nous en plus, il aurait payé cet argent à qui? Est-ce que ce sont ces conteneurs qui sont visibles dans le reportage sur l'une des parcelles du côté de Kouria? Comment tout cela se serait passé? C'est quoi son intention sur ces domaines? Il y a 2 versions. Selon les gens, il y a un partenaire de l'État qui doit faire un investissement et ce document serait déjà élaboré. Nous n'avons pas vu. La version qui est très plausible, c'est que ce Libanais a maintes fois été là-bas avec d'ailleurs le génie rural qui est allé avec des budgets, qui a fait la ceinture de sécurité de toute la zone et qui est en train aujourd'hui de financer l'occupation. C'est ça la version, la version. Et le montant de 2 500 000 dollars serait déjà sur table. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le dossier bouge. Sinon, imaginez... Serait sur table à quel niveau, maître? Je vous dis, serait sur table. Je le dis au conditionnel. Ok. Voilà. La dernière question peut-être, Maître, c'est au sujet des 100 hectares déjà récupérés par l'État. On nous apprend que c'était pour le parc automobile. À ce jour, dites-nous que ce parc, qu'est-ce qu'est devenu ce parc finalement? Le même rapport a fait
état de tout cela. Le rapport dont je vous ai cité parle non seulement de 139 dossiers, dont 4 titres fonciers, un arrêté agricole que j'ai parlé, 134 actes de donation dans les réserves. Vous avez vu, donc s'il y a un titre foncier déjà sur un domaine, c'est que ce n'est plus une réserve foncière. Et on nous dit que dans ce domaine, il y a 100 hectares qui ont été attribués au ministère de l'Industrie, non, du transport, qu'on parle de parc automobile de Kouria, aujourd'hui qui n'est même pas exploité. Ça, c'est là, on a dégarpi les gens de façon illégale, mais la zone n'est pas encore exploitée. On a attribué également combien d'hectares au ministère de l'Industrie, 300 et quelques. Et il y a aussi le ministère des Mines et de la Géologie qui doit avoir un domaine sur le même site. Le domaine est très vaste. Bien. Maître Mohamed, donc Maître David Béavouki, avocat à la Cour, à quoi vous vous attendez aujourd'hui pour terminer? Parce que vous dites que le procès est en cours, mais il y a déjà un document qui est arrivé demandant aux citoyens de libérer les lieux. Oui, nous estimons que, comme disent les économistes, c'est le dernier consommateur qui paye la TVA. C'est l'investisseur privé qui paiera le lourd tribut. Parce que il n'investit pas pour 6 ans. Le mandat du président de la République, il investit pour des dizaines d'années. Et ce régime pourra passer. Voilà. Ça veut dire que vous êtes désespéré, vous ne vous attendez pas à ce que vos clients soient dédommagés, indemnisés? Non, nous avons la main tendue, et qui est toujours tendue. Hein. Si l'État nous appelle, le ministère de l'Industrie nous appelle, c'est ce qui est un dossier aussi simple. Imaginez, si l'investissement pour cause d'utilité publique, c'est pour le bien-être des populations. Mais ces premières populations déjà qui sont là-bas, pourquoi ne pas leur faire appel? Qu'est-ce qu'ils demandent? Le recasement ou une indemnisation? C'est pire et simple. Bien. Est-ce qu'il y a lieu de créer un trouble de sérieux en ce sens? Je pense que non. Maître David Béavogui, avocat donc de tous ces citoyens qui sont sur le point de déguerpir du côté de Kouria, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débat autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Daouda Mohamed Kamara, nous avons écouté Maître David Béavogui sur cette situation à Kouria. D'abord, il faut déplorer que ce soit des citoyens qui, sans force aujourd'hui, soient contraints de libérer les lieux qu'ils ont occupés plusieurs années avant. Mais déjà, il faut rappeler aussi, Moussaïro, que quand on parle d'utilité publique, il y a toujours un caractère forcé de l'acquéreur auprès du possesseur. Sauf que l'avocat, lui, dénonce une utilité privée. Non. On voudrait délocaliser, si je veux dire, déguerpir des citoyens pour donner le lieu à une autre personne. Oui, c'est pas l'État qui investit par endroit, bien entendu. C'est une partie de l'étendue. Parce que quand il parle, par exemple, des hectares alloués au ministère des Transports, au ministère de l'Industrie, au ministère des Mines et autres, oui. Il dit que ce n'est même pas exploité, ça peut rester 100 ans, 50 ans. Si ça appartient à l'État, à un organe de l'État, ça peut prendre le temps que ça prend, mais c'est pour l'État. Donc, pour qu'ils ne confondent pas à ces niveaux. Et je peux bien comprendre le problème aujourd'hui des citoyens dans la zone, mais il faut aussi rappeler que par moment, quand on a annoncé la délocalisation, par exemple, des parcs auto du côté de Kouria, il y a beaucoup d'autres citoyens aussi
qui tout de suite ont couru pour aller occuper des domaines à ce niveau. Est-ce que tous aujourd'hui sont ceux qui sont arrivés avant cette vague de déménagement ou ils sont venus après? Ce sont des questions qu'il faut aujourd'hui se poser, mais il ne faut jamais quand même pas occulter le caractère forcé parfois lorsqu'on parle d'utilité publique par endroit. Mais il faut indemniser. Effectivement. Si la personne est légalement installée. Allez-y, c'est comme du côté de Mafria, lorsqu'on a annoncé le projet de construction de l'aéroport, il y a une vague de citoyens qui sont allés acheter des domaines. Est-ce qu'ils sont allés acheter dans les limites prédéfinies? Ça, c'est la grosse question. Maintenant, que l'État veuille réquisitionner un domaine, c'est à l'État de savoir à qui il va louer ce domaine-là, après que ce soit un privé. Mais ce qui reste clair, c'est que en la matière, il faut tout simplement que l'État prenne l'engagement de dédommager les personnes qui seront déguerpies. On va d'ailleurs écouter l'autre cas, Maître Mamadi Doumbouya, avocat de l'État. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Allô? Alors, maître, sur quoi vous fondez un tout petit peu votre défense? Et qu'est-ce qui démontre que ce domaine appartient à l'État alors que certains occupants détiennent des titres de propriété? Bien, merci beaucoup, Espace. Ce dossier est tellement clair qu'on ne doit pas faire de l'amalgame. L'État est détenteur d'un titre foncier depuis 2005. Et on a parlé des titres, on a parlé des documents. Et ça, c'est ce que j'avais dit hier. Et ça m'étonne qu'une partie au procès communique des documents à la presse ou parle des documents à la presse sans autant produire ces documents-là au dossier de la procédure. Et on était à Koya du début du procès. L'assignation vient de les populations de 300 et quelques personnes qui revendiquent la propriété de 357 hectares, 6 à Filikuni. Parce qu'on est en train de mélanger aussi. Et le domaine qui a été réservé pour le parc automobile est totalement différent du domaine revendiqué par les populations de Filikuni. Le domaine est réservé pour le parc automobile est 6 à Samayakori. Et 6 à Samayakori dans Gouléa. Ce ne sont même pas les mêmes domaines. Ce ne sont pas les mêmes domaines. Et maître, la question de Moussa, elle est précise. Qu'est-ce qui prouve que le domaine appartient à l'État? Parce que dans les propos de maître Beyavogui, il a clairement indiqué que les citoyens possèdent par devers eux des titres fonciers aussi. Qui datent d'avant 2001. C'est-à-dire Non. avant que la zone ne soit déclarée zone industrielle. Le titre foncier de l'État date de 2005, alors que les citoyens détiennent des titres fonciers qui datent de 1998. De bien avant. Non, mais attendez. Est-ce qu'il vous a exhibé ce titre foncier ou ces titres fonciers? Parce que le dossier... On a des copies, maître, on a des copies. Non, attendez. Il a dit, bon, moi, il ne m'a pas communiqué ces copies-là au moment qu'on était au procès. C'est ce qui m'étonne maintenant, là. Parce qu'on était au procès. Il ne possède aucun document portant sur ce domaine revendiqué. Aucun document. Et le rapport adressé à la présidence de la République n'est pas un titre de propriété en matière de propriété foncière. Dites-moi, maître, le procès s'est-il terminé aujourd'hui? Non, le procès n'est pas fini. Le dossier est en délibéré. Mais pourquoi a-t-on intimé aux citoyens de déguerpir des lieux, de quitter les lieux alors que le procès n'est pas terminé? Très bien, Djadja. Et je vais répondre à cette question-là rapidement. C'est l'un d'entre les demandeurs là, qui avait écrit au président de la République pour attirer son attention sur le fait que il y a un problème de terre qui se passe à Filikuni. Bon, le président de la République a délégué le ministre de l'administration à aller s'enquérir des réalités. Et arrivé sur le terrain, il a parlé de l'un de ses clients qui était détenu à la gendarmerie de l'habitat de Koya. Arrivé sur le terrain,
le monsieur s'est mal comporté à l'égard du ministre. Il s'est mal comporté à l'égard du ministre et immédiatement, ils l'ont arrêté. Je crois il était à Koya pour chercher sa liberté. Alors, maître, on sait qu'aujourd'hui l'État est dans toutes ses forces de retirer ces terres-là à ses citoyens. Mais est-ce que derrière, il y a des procédures de dédommagement ou de relocalisation, je vais dire, de ces citoyens? Bon, et si ces citoyens-là prouvent qu'ils sont effectivement propriétaires de ce domaine, et que l'État a besoin de ce domaine pour cause d'utilité publique, il n'y a pas de problème. L'État va les indemniser. Ça, c'est du droit. C'est du droit. L'État peut exproprier des citoyens pour cause d'utilité publique. Mais à condition que l'État indemnise ses citoyens à sa juste valeur. À sa juste valeur. Maître Mamadi. Mais à partir du moment où ils n'ont pas de preuves concrètes et qui attestent qu'effectivement ils sont propriétaires. Vous voulez dire que tous les citoyens qui sont installés à Kouria n'ont pas de preuves qui sont déteints? Non, je n'ai pas parlé de Kouria dans l'ensemble. Kouria est vague. Si vous parlez de Kouria, Kouria est vague. Vous parlez de quel endroit? Moi, je parle de ce domaine de Filikouni. Parce qu'on est en train de globaliser les choses pendant qu'il faut différencier. Le dossier qui est pendant au tribunal de Koya porte sur le domaine 6 à Filikouni, dans Kouria. Donc tous les citoyens qui sont à Filikouni, qui se sont installés à Filikouni, n'ont pas de documents qui attestent qu'ils sont légalement installés. En tout cas, ceux qui sont en procès avec nous n'ont pas de documents, n'ont produit aucun document au débat. Maître Mamadi, est-ce que un acte de donation peut avoir des valeurs juridiques? Parce que les gens confondent un peu l'acte de donation et le titre foncier. Est-ce que lorsqu'un dossier comme ça est pendant devant les juridictions, est-ce que l'acte de donation simple peut faire valoir de droit à l'intéressé, de droit de propriété à l'intéressé? Bien. Le code foncier domanial guinéen parle du titre foncier ou du livret foncier avant le titre, avant ce code-là. C'est-à-dire ceux qui avaient le livret foncier avant promulgation, c'est-à-dire l'entrée en vigueur du code foncier domanial. Maintenant, à partir de l'adoption du code foncier, c'est le titre foncier qui est le titre en matière de propriété foncière. Maintenant, et ça c'est une loi spéciale. Et le code civil parle des actes de possession précaires, tels que les attestations de donation, les attestations de cession. Et le code civil est une loi générale. Entre la loi générale et la loi spéciale, c'est la loi spéciale qui s'applique. C'est la loi spéciale qui s'applique. Donc, celui qui a le titre foncier, et qui est prévu par la loi spéciale, qui est le code foncier, et son titre foncier ne peut pas être écarté au profit d'une simple donation. Bien. Maître Mamadi Doumbouya, avocat de l'État donc dans ce dossier de citoyens qui donc doivent déguerpir du côté de Filikouni. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, maître. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. On parle de cet autre sujet, on parle de plus de 12 milliards de francs guinéens, donc du côté de Dinguiraye. Nous avons d'ailleurs Cheikh Oumar Diakité, président du CAGF en direct. Je pense qu'on l'a perdu. Hier, on parlait de ce sujet, Moussa Moïse. Que sur place, maintenant, la manifestation suit son cours. Des jeunes sont dans la rue. D'ailleurs, quelques vidéos qui nous ont été envoyées attestent cela, circulent sur donc, la descente dans la rue de ces jeunes qui ne réclament ni plus ni moins que des informations sur la destination
des 12 milliards, un peu plus de 12 milliards payés par la SMD au compte, bien entendu, du FODEL de Dinguiraye. Il faut tout de même rappeler que le président du comité d'appui à la gestion du FODEL, c'est le chef d'orchestre de l'utilisation de la gestion de ces fonds. C'est vrai qu'il y a des superviseurs du comité interministériel dont le représentant le préfet, mais c'est lui qui doit attester de la présence d'abord du fonds dans les comptes du FODEL de Dinguiraye et ensuite permettre à la création des sous-comptes des différentes communes rurales et de la commune urbaine de Dinguiraye. Ce qui n'avait pas été fait, il a été complètement écarté. Nous apprenons avec la pression d'hier et que les sous-comptes auraient été créés aujourd'hui. On va vérifier tout cela avec lui. Avec Cheikh Oumar Diakité qui est d'ailleurs en direct. Monsieur Diakité. Bonjour madame. Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour monsieur Moïse. Alors, vous êtes donc le président du CHGF de Dinguiraye. Dites-nous quels sont les derniers développements du côté de Dinguiraye au sujet des 12 milliards payés par la SMD. Est-ce qu'en tant que président, vous avez pu avoir accès aux comptes où sont logés ces 12 milliards? Parce que le préfet nous a dit qu'aucun franc de ce montant n'a été touché jusqu'à présent. Oui, concernant je suis le président du CHGF. Hier, aujourd'hui, il y a eu des évolutions. Et bien sûr que je n'ai pas d'abord accès au compte principal du FODEL de Dinguiraye, mais on m'a envoyé un document hier pour dire que les sous-comptes ont été créés à Conakry. C'est le document-là, les 7 PR plus le lien de la commune urbaine. Donc, ces 8 sous-comptes sont créés. Mais pour le moment, en tant que président du CHGF, je n'ai pas accès au compte principal parce qu'il n'est pas opérationnel. Monsieur Diakité, tout de même, quand on s'est intéressé à ce sujet, je sais que l'une de vos délégations, ou bien celle composée par des maires, il leur avait été dit que les fonds payés par la SMD ont été logés à la banque centrale, l'agence de la banque centrale du côté de Farana. Alors que nous avons eu accès, bien entendu, à l'avis d'appel d'offres de la Banque centrale de Conakry sur la construction, bien entendu, de l'agence de Farana, donc qui n'a même pas d'agence là. Après, il leur a été dit que c'est plutôt dans les livres de la Bissigui et qu'un compte a été ouvert au nom de la Banque centrale. Alors, en tant que président du CHGF, sur le manuel de procédure, est-ce qu'il est normal que vous ne soyez pas jusqu'à date, vous ne soyez pas sûr de la présence, de la disponibilité de ces 12 milliards? C'est ce que moi-même je n'arrive pas à comprendre parce que le lancement a été fait et on est sûr que la SMD s'est acquittée de son obligation. Mais je pense que le préalable pour tous à la partant du manuel de procédure, c'est que le président puisse constater l'existence du montant dans le compte principal et que le compte principal soit opérationnalisé d'abord avant que les sous-comptes ne soient créés. Ce qui est partant du manuel de procédure, c'est ce que moi je connais. Parce que c'est le président qui va autoriser la création de ces sous-comptes parce qu'après avoir constaté l'existence du compte. Monsieur Diakité. Monsieur Diakité, donc depuis que le CHGF a été mis en place, vous n'avez pas tenu de réunion, vous n'avez pas discuté de ce qui va se passer avec le montant et en même temps nous apprenons qu'il y a quelques achats qui ont été faits. Quelles informations avez-vous eues par rapport à ces achats, notamment des motos mais également le financement des travaux sur la plaine risicole? Voilà, concernant, parce que comme vous venez de le dire, depuis que l'installation a été faite, le CHGF n'avait pas pu effectuer une réunion parce que la question devrait être finie. Maintenant, ça a traîné, ils ont voulu venir au CHGF ici afin que cette réunion soit tenue de temps en temps, maintenant de pression en pression. La session, on a tenu notre première réunion ici l'autre fois. Et le CHGF a même fait des recommandations et on a même remonté ça au niveau des autorités préfectorales et de la cellule de supervision. En ce qui concerne les achats des motos et la plaine rigicole de Bambadala, il n'y a aucun entrepreneur qui ne peut dire aujourd'hui qu'il y a un contrat entre lui et le président du CHGF. Alors, vous me suivez? Oui, nous vous écoutons, monsieur Diakité, allez-y.
aucun entrepreneur ne peut dire aujourd'hui qu'il a un contrat entre lui et le président du CAGF et aucun fournisseur de motos ne peut dire aujourd'hui qu'il a un contrat entre lui et le président du CAGF. Personnellement, moi, ce sont les maires qui m'ont informé que les motos, on les a demandé de payer des motos. Donc, et que les motos seront payées pour eux et que ce sera pour le lancement. J'ai posé la question au consultant, il m'a donné des explications que ce sont des actions phares qui ont été ciblées afin que le lancement soit fait allant dans le sens de l'esprit, allant dans le sens du lancement. Donc, mais personnellement, je ne suis pas impliqué dans ces affaires de moto et il y a plein de écoles de Bambadala. Il n'y a pas de contrat entre moi et eux. Dites-nous, M. Diakité, quelle est la situation qui prévaut ce matin à Dinguiraye? Les jeunes parlaient de manifester ce matin. Est-ce que c'est une réalité sur le terrain? Oui, bien sûr. Avant de passer les jours au bureau comme ça, là, en venant, j'ai vu des rassemblements de jeunes. Ils étaient très nombreux. Il y avait aussi les forces de l'ordre qui étaient là avec les lanceurs de gaz lacrymogènes. Donc, effectivement, les jeunes sont en mouvement sur le terrain. Cheikh, oui, allez-y. Vous savez, lorsque j'ai tenu la réunion avec le CAGF, ils ont fait quelques recommandations. Maintenant, ces recommandations-là, nous avons remonté parce que vous savez, ce que tout le monde doit comprendre aujourd'hui, il y a un manuel de procédure. Si vous comprenez. Le manuel de procédure est clair dans les prérogatives concernant les prérogatives des uns et des autres. Et tout le monde, toute la population est en possession de ce manuel de procédure. Donc, ils savent ce qui est leur droit et ce qui n'est pas leur droit, partant du manuel de procédure. Donc, s'ils ont constaté des choses qu'ils viennent même parce que ce n'est pas le président, même si le président du CAGF ne dit pas aux jeunes aujourd'hui que le CAGF n'est pas impliqué dans la plainte de Bambadala, les jeunes le savent. Même si le CAGF ne dit pas aujourd'hui aux jeunes que le CAGF n'est pas impliqué dans l'achat des motos, les jeunes le savent. Si le CAGF hasard d'ailleurs à leur dire qu'ils sont impliqués, c'est pour juste dire aux jeunes que nous ne sommes que des pantins ici. Donc, les gens comprennent maintenant, ils ont les manuels de procédure et ils considèrent que les choses doivent se passer d'une manière. Ils ont constaté ça. Donc, les membres du CAGF sont tous issus de leur structure. C'est leur structure de base-là qui ont mis maintenant une pression sur eux. C'est là-bas des pressions-là qu'ils aussi sont venus exiger les recommandations-là afin que le manuel de procédure soit respecté de façon très stricte. Bien, Cheikh Oumar Diakité, président donc du comité de gestion du FODEL, qu'on a écouté du côté de Dinguiraye. On n'a plus beaucoup de temps. Oui, monsieur le président une dernière question. Monsieur le président du CAGF, ce qui est peut-être à déplorer, c'est le fait que il n'y a pas eu de rapport, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, mais sur les agissements du préfet. Vous savez que le manuel de procédure n'a pas été respecté. Vous, en tant que président du comité, vous ne pouvez pas certifier de la présence de ces 12 milliards. Est-ce que vous avez saisi le ministère de tutelle pour informer vos supérieurs sur cet état de fait? Parce que tout de même, des maires qu'on voit avec des motos, une plaine qui a été aménagée à cet effet, alors que vous, président du comité, vous n'avez pas vu la couleur de l'argent, ça devrait tout de même interpeller. Mais le préfet a dit hier qu'il n'avait rien à voir là-dedans, qu'il n'a pas touché à cet argent. Ça, ce sont les propos du préfet. Quand on lui a demandé les motos ont été achetées avec quel fonds, il a dit de demander au comité. Justement. Voilà. Bien sûr, quand j'ai constaté qu'il y a les achats de motos, je vous ai dit dès le départ, quand j'ai constaté qu'il y a les maires m'ont informé qu'il y a les achats de motos, je suis directement, et il y a le problème de la plaine régicole de Bambadala, je suis directement venu voir les consultants, parce qu'entre nous et le comité conjoint, il y a la cellule de supervision qui est là, c'est composé du consultant d'un cadre du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et d'un cadre du ministère de l'Île. Je suis venu voir le consultant pour lui dire de quoi il s'agissait. Il m'a fait comprendre que la situation est que c'est lié au lancement. Nous ne sommes pas opérationnels encore. Et quand nous serons opérationnels, pour le moment, c'est le comité conjoint qui s'occupe de ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Allô? Oui. Maintenant, il m'a fait comprendre que c'est le comité conjoint qui s'occupe de ça en attendant que l'installation soit faite. Donc, l'installation, quand même, est faite aujourd'hui. On est à 5 mois, près de 5 mois de l'installation. Toujours, j'ai remonté les rapports, parce que même l'extrait de PV, les rapports ont été remontés au niveau de la cellule de supervision. Quitte à la cellule de supervision maintenant de remonter ça
le comité conjoint à Conakry. Et le préfet aussi est ressaisi sur la question. On a envoyé les documents liés à ça pour réclamer, non seulement, même s'il y a emprunt, alors de disponibiliser les documents liés à l'emprunt afin qu'on sache combien a été dépensé dans l'emprunt et comment les choses sont en train d'évoluer. Donc maintenant, voyant que les requêtes là n'ont pas été répondues, c'est pour cela qu'aujourd'hui on voit les jeunes s'agiter Bien. surtout pour dire que l'argent est détourné. Cheikh Oumar Diakité, donc président du conseil d'administration et de gestion du FODEL du côté de Dinguiraye. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Merci beaucoup, madame. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement retenir, Moïse, sur cette gestion. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la donne change? Je pense qu'actuellement, l'autorité préfectorale est en train de se bouger pour trouver certainement des justifs. La création des sous-comptes a été rapide. Très rapide, au lendemain de la pression que nous avons mise à l'antenne ici. Je trouve qu'il y a des... Je parlais hier de l'au-delà, parce que Dinguiraye, c'est vraiment une zone où on ne doit rien détourner. Vous savez, depuis des années, l'or est extrait là-bas, exporté. Les populations vivent dans la poussière. Dinguiraye Del Hadj Oubatal ne devrait pas être cette préfecture aujourd'hui. Ça aurait dû être une ville touristique où on allait partir se recueillir. Partout où ce symptôme est passé, ça fleurit. Ça fleurit. Dinguiraye, ça ne fleurit pas parce que tout simplement, il y a toujours eu ce genre de partage des modes financiers qui sont destinés aux populations locales. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas d'infrastructure qui puisse permettre aux citoyens quand même de s'épanouir un tout petit peu. Quand on donne 12 milliards et la première année de la gestion du FODEL, il y a ce remue-ménage, je trouve que c'est une honte. C'est une honte pour la ville. Il faut que les ressortissants prennent les responsabilités. Ce n'est pas normal. Finalement, le retard de Dinguiraye, malheureusement, émane de ses filles. Ce sont pratiquement les fils de Dinguiraye qui sont à la base de ce retard assez remarquable. Comment cela? Si déjà on remarque que le préfet se comporte de la sorte et que derrière... Qui est ton administrateur? Ils ne sont pas tous... C'est un administrateur, Antoine. Attendez que j'aille jusqu'au bout. Est-ce qu'il est de Dinguiraye? J'ai été à Dinguiraye, j'y ai fait une émission. J'ai un peu vu la ville dans quel état elle se trouve. Avant que cette histoire de FODEL n'arrive, la SND octroie chaque année de l'argent à la ville pour son développement. C'est à l'État de faire des édifices sur le terrain. La mairie existe aussi. La mairie, c'est son la mairie. Pour le développement communautaire, c'est à la mairie parfois d'agir sur le terrain. Je constate qu'à Dinguiraye, il n'y a pratiquement rien. Même pas un hôtel, ni un restaurant, il n'y en a pas. Même pas une banque à Dinguiraye. Dinguiraye, c'est seulement la mosquée qui est la plus grosse infrastructure. À part cette grosse mosquée de Radio Martal, il n'y a rien. Et cela ne dit absolument rien aux uns aux autres. J'espère que dans les jours à venir, Dinguiraye Action, que je sais dynamique, va se lever pour proclamer la mise en disposition de ces fonds-là qui, pour moi, appartiennent aux fils de Dinguiraye. Dinguiraye est à l'image de Sigiri, c'est à l'image de Sangaredi, c'est à l'image de Kamsa. Non, c'est encore pire. C'est à l'image de... Bon, vous pouvez continuer le débat chez vous. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire au compte de ce numéro des Grandes Gueules. Merci à tous de nous avoir suivis du côté à l'international, mais aussi à l'intérieur du pays. Merci à Vladimir Poutine du côté de la régie, à Alassane Diallo, à Mamoudou Kondé, mais aussi à Mafata Sano du côté de la régie, à tous ces grands hommes qui se sont bougés pour que vous puissiez nous regarder à la télévision. Mohamed Diaby a géré les sons du côté de la radio. Merci à vous tous de votre fidélité. Nous reverrons demain mercredi pour un autre numéro des Grandes Gueules. Merci à tous.